Merci Nizar, merci à tous encore une fois d'être là. Pour ma part, je vais essayer de faire écho à ce qu'a expliqué Nizar et également Hichem auparavant, avec un focus plus spécifique au Maroc. On pourra toujours échanger sur les Q&A, voire revenir sur les questions qui ont été posées à Nizar. Alors, je vais d'abord commencer par une introduction sur les différents enjeux qui sont liés à la problématique énergétique et électrique au Maroc. J'introduirai par la suite la politique énergétique marocaine, pour finir sur le modèle Mazen. Mais tout d'abord, concernant cette problématique énergétique, donc on a vu effectivement le développement des énergies solaires, des énergies éoliennes. Il y a eu également la diminution progressive de la subvention des énergies fossiles au Maroc. Il y a également des projets, ou en tout cas le projet de la construction d'un terminal de gaz naturel liquéfié. Donc il y a effectivement énormément d'avancées dans les énergies renouvelables au Maroc. Mais il est important de garder en tête un postulat qui a été discuté tout à l'heure, c'est que le Maroc dépend aussi de manière énergétique beaucoup de ses importations. Le mix énergétique est à peu près composé de 90% d'énergie fossile. Et on voit justement sur cette courbe qu'elle a pas mal augmenté depuis les années 2000 et de manière un peu parallèle, la consommation énergétique également au Maroc a augmenté. Donc le Maroc a finalement une certaine dépendance à ses importations, sans oublier que la Samir en 2015, qui était la seule raffinerie du Maroc, a fermé, que également il y a un contrat avec la Sonatrach, donc qui est fournisseur de gaz pour le Maroc, qui va expirer en 2021. Donc voilà, en partant de ce postulat-là, il y a une vraie problématique de sécurité énergétique dont le Maroc fait face. Je tenais également à dire que la consommation d'énergie reste relativement faible, on va dire, au Maroc par rapport à d'autres pays. Mais par exemple, entre 2006 et 2016, elle a augmenté de 33%. Et donc cela va être encore plus renforcé par la croissance démographique, par également la croissance, ou en tout cas la transition démographique et la croissance économique. Pour faire un focus sur l'électricité, en 2016, 99,5% de la population avait accès à l'électricité. Et la capacité installée estimée au Maroc était de l'ordre de 8,3%. Donc si on fait encore une fois un focus sur le mix électrique, donc tout à l'heure on parlait de l'énergie, on était à 90% environ de fossiles. Sur l'électricité, on est un peu dans le même ordre de grandeur, on est à peu près 80%. En termes de consommation, comme l'a également présenté Nizar, il y a différents secteurs qui consomment l'électricité et l'industrie en est la plus importante. Je tiens ici à préciser un peu l'historique aussi du cas du Maroc, mais différentes dispositions ont été mises en place pour justement structurer le marché et accompagner son développement socio-économique. Je fais juste une aparté sur le développement socio-économique. De manière générale, si vous avez, on va dire, des principes de base de macroéconomie, quand on injecte dans une économie de l'investissement, il y a derrière des effets directs, qu'on peut mesurer en termes de PIB du pays ou de valeur ajoutée par branche économique ou encore par création d'emplois. Il y a des effets indirects, le CO2 évité, etc. Et ce qu'on appelle aussi des effets induits, c'est-à-dire que ces effets directs et indirects ont permis une création de valeur qui elle-même, de manière induite, va influer sur l'économie. Donc on parle de gros investissements depuis tout à l'heure. Donc il est intéressant d'avoir également en tête que les investissements, c'est pas que du... Oui, c'est du capital, mais ça contribue de manière directe, indirecte et induite au développement socio-économique du pays. Donc pour revenir à ces différentes dispositions qui ont permis de structurer le marché, donc en 1996 a été lancé le programme d'électrification rurale globale. Donc il y a eu le raccordement de certaines zones rurales et voire pour certaines zones la fourniture de kits solaires si justement le réseau n'était pas encore assez consolidé. En 1994 a été déployée, ou en tout cas autorisée, la création, la production d'électricité sous forme d'IPP, donc Independent Power Producer,
schéma PPA, vous en avez entendu parler lors des précédentes interventions. Je ne vais pas m'y attarder parce que j'ai toute une partie sur justement la structuration des projets Mazen qui se fait sous cette forme IPP. Donc pour ne pas me répéter, on va attendre tout à l'heure. La troisième loi qui a été assez structurante dans le marché, c'est l'autoproduction, donc qui a été évoquée également tout à l'heure. C'est la possibilité pour un industriel, en général c'est plus des industriels que des privés qui se permettent, parce que c'est assez coûteux, donc c'est surtout des industriels pour le besoin propre de consommation d'électricité dans leur process industriel, vont installer des centrales renouvelables et avec cette possibilité de vendre à l'ONE, donc c'est très réglementé. Donc en cas de surplus, l'industriel a le droit de vendre jusqu'à 20% de sa production annuelle à l'ONE. Et donc la dernière loi qui a été évoquée également par ailleurs, j'ai vu quelques questions là-dessus, la 1309, est une loi qui permet aux investisseurs privés de prospecter, on va dire, des clients privés et leur proposer une centrale. Il y a eu une question tout à l'heure sur pourquoi est-ce que, il me semble, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que de la 1309 ou quelles sont les difficultés pour l'opérationnalisation de cette loi. Comme je le présenterai également tout à l'heure, on est sur des partenariats publics-privés, dans le sens où les différentes parties prenantes prennent des rôles, des responsabilités selon leurs propres prérogatives et selon leurs propres compétences. Donc il y a une certaine allocation de risque dans le montage de ces projets-là, chose qui peut être un peu plus difficile quand on est sur du 100% privé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Donc il y a un accompagnement qui peut se faire par des acteurs privés. D'ailleurs, la 1309 est autorisée par le ministère de l'Énergie. Donc c'est aussi une montée en compétence des différents acteurs privés pour justement atteindre ces objectifs-là qui ont été présentés, sur lesquels je vais revenir également, de capacité à installer jusqu'en 2030 sur la base du renouvelable. Donc c'est un effort commun, donc Mazen, ONE et privé, pour atteindre ces objectifs-là. J'aimerais faire un focus sur les importations d'électricité. Donc, j'ai parlé de l'énergie, des importations, plus spécifiquement sur l'électricité. Il y a eu également des questions là-dessus auparavant, pour être un peu plus précise. Les importations représentaient 40% de l'offre électrique totale en 2016 au Maroc. Et donc, toujours dans cette tendance encore un peu plus demandante ou énergivore, le Maroc prévoit également de consolider ses interconnexions. Donc, il y en a avec l'Espagne et l'Algérie. Et donc prochainement également avec le Portugal et la Mauritanie. Et je tenais également ici à faire une aparté sur, on parlait des courbes de charge du Maroc, le pic plutôt en fin de journée. On a parlé du stockage CSP, ou en tout cas solaire, qui permet de répondre à cette demande en fin de journée. Donc 3 heures de stockage par exemple sur Nour 1, 7-6 heures en fonction environ on va dire pour Nour 2 et 3. C'est vraiment un moyen de répondre à ce pic de croissance en fin de journée lorsqu'il n'y a pas de soleil. Les importations également d'électricité, je ne vais pas souffler sur le micro. Les importations sont également un moyen de rendre la chose plus flexible, ou en tout cas pour flexibiliser le système électrique. Et je pense que de manière générale, cette flexibilité du système était quelque chose de très important. Et j'imagine que pendant la session de Smart Grid, ce sera une problématique qui sera soulevée. Donc là, je vais parler de la stratégie qui a été mise en place. Donc on a parlé des 2 volets qui sont à droite. Il y a un problème problématique de sécurité d'approvisionnement énergétique. Il y a un besoin de développement qui se ressent, qui est de plus en plus fort au Maroc. On a également des mutations technologiques. Le prix du kilowattheure qui baisse, du PV par exemple. C'est justement une prouesse technologique qui a fait qu'on arrive à un prix de plus en plus bas. Et évidemment, il y a des contraintes environnementales avec d'abord le protocole de Kyoto ou encore les accords de Paris. Donc a été initiée cette réflexion d'une stratégie énergétique avec la mobilisation des différentes parties prenantes et notamment avec le lancement du plan Nour. Donc là, je vais vous représenter le mix électrique. En 2017, on était à 35% à peu près. En termes de capacité installée d'énergie renouvelable. Donc l'objectif était d'arriver à 42%, donc plus 3000 MW à installer d'ici 2020, en partant de 2017, et plus 6000 MW d'ici 2030. Donc pour cela, pour porter justement ces objectifs qui sont assez ambitieux, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a Mazen qui a été justement, dont les prérogatives ont été renforcées au-delà du solaire sur les autres énergies renouvelables parce que des synergies existent. Également le privé qui est sollicité, mobilisé pour justement œuvrer à arriver à ces
objectifs-là. Donc tout cela en tandem avec l'ONE. Pour être plus précis sur le cas de Mazen, donc j'expliquais que les prérogatives ont été élargies, et notamment avec une très forte collaboration avec l'ONE. Et donc la loi qui légitime ces travaux-là a été votée. Enfin, en tout cas, le décret est publié. Et donc Mazen a 5 ans, enfin Mazen et l'ONE ont 5 ans justement pour centraliser les actifs ENR au sein de Mazen. De manière générale, Mazen devient l'acteur central des énergies renouvelables en étant présent sur toute la chaîne de valeur, que je présenterai également tout à l'heure. Et avec cette ambition également de faire du développement intégré. Donc, je parlais tout à l'heure du développement socio-économique. C'est également une des missions phares, ou en tout cas dans l'empreinte de Mazen, de mener à bien également ce développement régional, voire continental. Donc la vision sur l'Afrique est également très importante. A été également créée l'AME, l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, qui a vraiment pour objectif d'implémenter des programmes d'efficacité énergétique. Et donc pour l'AME, l'objectif chiffré est 20% d'économie d'énergie d'ici 2030. A également été créée une autorité de régulation du marché de l'électricité, qui est encore non opérationnelle, mais qui aura pour objectif de déployer une certaine feuille de route pour les réformes énergétiques de manière générale. Je vais essayer de m'attarder un peu plus sur le modèle Mazen. Donc d'abord, ce cadre institutionnel, en fait, ici, j'aimerais vraiment vous montrer en quoi, les différents facteurs qui ont permis que le Maroc soit cité dans les énergies renouvelables de manière générale et particulièrement peut-être sur le solaire. Donc le cadre institutionnel qui légitime l'action ou en tout cas la mission est primordial parce que c'est le mandat. Nous sommes mandatés, enfin Mazen est mandaté pour la construction d'un certain nombre de mégawatts. Donc nous bénéficions également d'une certaine convention avec l'État et des conventions avec l'ONE pour l'achat et la vente d'électricité. Je reviendrai là-dessus quand je présenterai plus précisément les structurations de projets. Je vais passer directement au troisième point, le 2, j'en ai parlé, c'est par rapport à cette fameuse chaîne de valeur. Alors, on commence d'abord par prospecter des sites qui seraient intéressants. Donc, il y a vraiment une étude de la ressource renouvelable, de sa qualité. Il y a de la lumière à Ouarzazate, Midelt, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment la première étape. Ensuite vient la qualification de ces sites-là. Donc, au-delà de la ressource qui est de très bonne qualité, est-ce qu'on peut implanter une centrale ? Dans quel sens, quelle orientation. Donc c'est vraiment parfois aussi des études donc, géotechniques. Donc ce sont des études qui sont faites par Mazen, bien sûr, toujours en concertation avec les populations locales. On garde en tête le développement socio-économique. Ensuite, Mazen est en charge de lancer un appel d'offres donc pour recruter des développeurs. Donc on revient sur le système qu'a cité Nizar. Il existe le feed-in tarif et le système des enchères. Le système des enchères, appel d'offres international. Voici nos contraintes. Voici, dans le sens étude géotechnique du site qui a été sélectionné. Voici la ressource solaire. Libre à vous de nous proposer une centrale selon des standards, parce qu'effectivement, Mazen quand même impose un certain nombre de standards internationaux. Donc l'idée est vraiment de disposer du prix de kilowattheure qui soit le moins cher possible. Donc il y a effectivement toute cette partie de développement et de structuration de projets, mais également de levée de financement. Donc Mazen est vraiment en charge de mobiliser les financements nécessaires pour que ce projet se fasse. L'argent est le nerf de la guerre, vous le savez, même si le solaire c'est bien, c'est beau, mais il faut quand même beaucoup d'argent pour que ça se fasse. Ensuite vient la phase de réalisation, donc là c'est plutôt donc, du concret, le suivi de chantier, la construction, et par la suite la phase exploitation. Ce qui est également très intéressant à rappeler, qui a été d'ailleurs évoqué par Hichem tout à l'heure, les infrastructures aussi sont construites par Mazen. Donc là, j'évoque vraiment les métiers de Mazen et avec ces différentes casquettes, ce qui a permis vraiment de rendre la chose faisable. La construction d'infrastructures est nécessaire. Un spécialiste du solaire, il ne sait pas forcément faire des ponts. Mais par contre, il a besoin du pont pour acheminer tout son matériel et arriver à construire sa centrale. Donc on est vraiment dans cette idée on pose toutes les parties prenantes, chacune qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut porter comme risque, quelle garantie elle a besoin, et donc du coup, qui peut le porter si elle ne le peut pas. Donc c'est vraiment de l'analyse de risque que vous aurez probablement l'occasion d'étudier si vous faites du management et du business en complément de vos études. Donc là, je vais essayer de m'attarder un peu. Je peux ? J'ai encore le temps un peu ? Oui. Alors, sur votre gauche, il y a ces différentes casquettes que Mazen porte.
Comment dirais-je, on a une société de projet. Donc chaque projet est porté par une société de projet. Donc c'est une entité juridique qui est vraiment dédiée parce que c'est une entreprise quelque part qui va vivre, qui va avoir des revenus en vendant de l'électricité et qui va aussi devoir porter certaines charges. Donc ces sociétés de projet, elle a des actionnaires. Donc, qui peuvent souvent, dans le cas des projets NOR 1, 2, 3, pour être très concrète, donc c'est la société, c'est le développeur qui a été sélectionné qui est également actionnaire, et Mazen est également actionnaire. Donc au-delà du financement qu'apporte Mazen en dette, Mazen est également actionnaire, c'est-à-dire par fonds propres, donc dans une proportion assez minime, et également actionnaire. Donc tout à l'heure, j'ai expliqué que Mazen également levait le financement. Donc Mazen est prêteur. Je ne sais pas si j'ai une souris là, mais voilà, il y a le côté Mazen prêteur. Donc Mazen, du fait de, on va dire, sa légitimité, comme j'ai cité tout à l'heure, des différentes conventions dont elle dispose avec l'État, avec l'ONE, apporte des garanties qu'une société de projet, coquille vide pour l'instant, n'a pas. Donc il est nécessaire justement d'avoir cette assise et justement ces garanties-là pour que des prêteurs internationaux prêtent à ces sociétés de projet et donc permettent au projet de se faire. Encore une fois, l'argent est le nerf de la guerre. Donc, juste à votre droite, pour illustrer, il existe des financements concessionnels, donc la Banque mondiale, l'Agence française du développement, la KfW, donc c'est la Banque allemande de développement, la Banque européenne d'investissement, la BAD, la Banque africaine de développement. Donc, c'est toute une démarche qui a été initiée. C'est vraiment un travail de longue haleine pour justement être au standard de ces institutions financières. Donc c'est vraiment un effort que Mazen a fait pour justement pouvoir les attirer et en tout cas permettre à Mazen d'accéder à ce financement. Et Mazen rétrocède par la suite la dette à la société de projet. Donc pour les bailleurs de fonds, leur contrepartie c'est Mazen. Il n'y a pas en dessous la société de projet. Donc encore une fois, ça rentre dans cette allocation de risque qui est optimale. Et donc l'année dernière, au-delà de ces financements concessionnels, Mazen a réussi également à lever des financements locaux, donc sur le marché marocain, ce qu'on appelle des obligations vertes. Donc on fait un appel au marché pour savoir si des financeurs peuvent également apporter leur financement et donc contribuer à la construction des projets. Tout à l'heure, on a parlé des contrats PPA, donc Mazen Off-Taker. Encore une fois, c'est Mazen qui est, je vais le dire, en front, donc directement avec l'ONE. L'ONE ne connaît pas la société de projet, donc c'est un contrat d'achat et de vente avec l'ONE. Donc ça permet également de diminuer, on va dire, le stress pour la société de projet quant aux revenus qu'elle doit apporter. Et donc, comme encore une fois je l'ai cité, mais je me répète, mais c'est vraiment important de savoir que Mazen fournit ces infrastructures. Donc les infrastructures communes, les complexes solaires sont souvent dans des zones qui sont peut-être enclavées. Donc justement, faciliter cela permet de faire un mapping, j'ai envie de dire, avec une allocation qui est optimale. Je vais un peu moins m'attarder sur cette slide, mais c'était également pour informer de l'importance du développement intégré. Donc a été citée la partie intégration industrielle, a été citée la recherche et développement. Donc Mazen œuvre de manière active à consolider, à créer une filière renouvelable et pour une montée en compétences des différentes industries marocaines. On a parlé du taux d'intégration industrielle tout à l'heure. On a également évoqué le fait que c'est des appels d'offres internationaux. Donc oui, les industriels marocains n'arrivent pas toujours à répondre à ces appels d'offres. Donc l'objet du cluster solaire notamment est justement d'abaisser ces barrières à l'entrée, ce ticket à l'entrée qui est dur à avoir parce qu'on demande des références, on est sur des standards des bailleurs de fonds parce que X et Y. Donc l'objectif de ce cluster est par exemple que l'industrie automobile puisse répondre également à des appels d'offres de l'industrie solaire parce qu'il y a des métiers qui peuvent être communs. C'est vrai qu'en termes d'intégration industrielle, on est surtout sur du génie civil, du montage de structures métalliques, etc. Mais dans l'absolu, l'objectif, c'est justement de les faire monter en compétences pour être un peu plus spécifiques aux énergies renouvelables. Donc cette slide a été également présentée, mais je tenais à évoquer également le complexe de Middelt, donc pour lequel l'appel d'offres est en cours et qui est donc justement un complexe hybride. Donc le couplage CSP-PV répond également à de manière en tout cas plus optimisée aux différents pics de la demande, en fonction de la courbe de charge du Maroc. Je ne vais pas m'attarder sur les autres projets dont l'avancement a été partagé. Je vais peut-être plus insister sur celle-ci, donc sur les projets PV, donc photovoltaïques, donc les Yone et Bochdor qui sont quasiment finis. Et donc le prochain programme est
excusez-moi, Noor PV2, qui sera vraiment un grand complexe, enfin, pardon, pas complexe, parce que c'est souvent des projets qui seront en bout de ligne, mais on est sur du 8000 à 1000 MW, donc ce qui contribuera très fortement à atteindre les objectifs. Rappelez-vous, 3000 MW en 2020 à installer, et 6000 MW pour 2030. Donc je tenais ici à insister sur, de manière générale, la qualité de la ressource renouvelable, mais également le climat d'investissement. Le climat d'investissement est très intéressant, enfin en tout cas est très important pour permettre une réduction des coûts. Donc le wind et le PV, comme l'a cité Nizar, sont quasiment au même niveau que le charbon. En tout cas, ils deviennent de plus en plus compétitifs. L'objectif étant de tendre à un prix du kilowattheure qui soit le plus bas possible. J'aimerais simplement conclure sur cette slide et peut-être qui permettra de faire une introduction au prochain cours sur la transition énergétique de manière générale. Donc on a parlé des énergies renouvelables, ils contribuent à la transition énergétique. La capacité renouvelable installée en 2017 est de 3 gigawatts. On est à peu près 1700 dans l'hydro, et à peu près mégawatts, et à peu près à 900 mégawatts dans l'éolien. Il y a également des mesures d'efficacité énergétique, il y a également une présentation de l'AME, mais voilà, c'est un autre contributeur à la transition énergétique, donc il existe spécifiquement des projets sur les bâtiments, sur leur isolation, etc. Et de manière générale, le changement climatique, le Maroc a organisé la COP22, il a également ratifié l'accord de Paris, donc pour lesquels plusieurs pays ont dû s'engager, donc pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre donc, jusqu'à 17% par rapport au scénario business as usual, et avec un objectif d'atteindre jusqu'à 42% si justement des financements sont levés. L'argent est le nerf de la guerre. Merci beaucoup. Oui. Si vous avez des questions. J'actualise. Électrique, c'était lui. Non, c'était pas fait. Est-ce qu'on peut avoir de l'aide à fait pour Klaxoon? On peut avoir de l'aide pour Klaxoon. Désolée. Hein. Donc là, en fait, il n'y a pas l'heure, mais j'imagine c'est après la carrière qui était à Nizar. Non, je pense que... L'électrification de tous les secteurs n'aura pas des influences sur le marché du travail? C'est ça? Alors, je peux répondre, même si la question n'est peut-être pas d'actualité. Mais voilà, comme j'ai cité tout à l'heure, en termes d'investissement, chaque gros investissement dans un pays entraîne justement de la création de valeur. Donc oui, l'électrification, oui, a un impact sur le marché du travail, donc effectivement plutôt de manière positive, mais comme a été également présenté tout à l'heure, en construction, les centrales, elles peuvent atteindre 2000 à 3000 emplois. En phase d'opération, on est sur des centaines d'emplois, donc l'objectif est de faire une montée en compétences pour que justement avoir de l'emploi périn. Comment vous voyez l'avenir marocain en énergie? Ben, écoutez, on a besoin de vous parce que justement les perspectives sont intéressantes, voire très intéressantes. Avoir la moitié de son mix électrique d'origine renouvelable, c'est pas beaucoup de pays qui le font, voire très peu. Donc c'est très ambitieux et donc ça nécessite une certaine expertise. Pompage solaire. Alors là, je laisserai, à ma connaissance, oui, sur l'irrigation, le pompage solaire, oui, il y a des encouragements, mais je vous avoue que l'AME est plus en charge de ce genre de projet. Et pour les trains qui demandent... est-ce que les trains peuvent être... Est-ce que l'énergie renouvelable peut être utilisée par des trains? Est-ce que ça existe? Oui, Nizar dit oui. Enfin, il n'y a pas de raison pourquoi ça ne serait pas applicable. Les éoliennes au Maroc sont installées par le Maroc ou un autre pays. On a parlé également de l'intégration industrielle tout à l'heure qui atteint presque 80%. Donc, une très forte contribution marocaine existe sur les éoliennes qui sont installées au Maroc.
Alors les lobbies pétroliers, est-ce qu'ils entravent le développement d'électrification ? J'ai envie de dire oui et non, dans le sens où oui, parce que des investissements peuvent plus aller vers les énergies fossiles. Mais voilà, il existe certaines contraintes aujourd'hui qui font que les énergies fossiles répondent à ce qu'on appelle la base load dans les courbes de charge. Donc de là à rendre un mix 100% électrique. Donc je pense que les smart grids seront très intéressants à ce sujet-là. Donc le programme d'exploration pétrolière et gazière au Maroc est porté par l'ONIM, donc l'Office national des hydrocarbures, il est assez prometteur. Donc il y a donc le Sound Energy qui est un anglais qui a permis de découvrir du gaz dans la région pas loin de Figuig et au nord, un peu plus au nord. Il y a également Eni qui fait de l'exploration pétrolière offshore. Il y a également ce que j'ai cité tout à l'heure, le gaz naturel liquéfié, qui est également, dont un terminal, en tout cas un projet de terminal est en cours de construction. On revient toujours à cet objectif commun, donc peu importe la partie prenante qui le porte, mais dans certains cas, cela peut être complémentaire aux efforts sur les renouvelables. Pourquoi on ne voit pas un grand focus sur l'intégration architecturale des ENR au Maroc ? Intégration architecturale, je ne sais pas si je vais répondre directement, qu'est-ce que ça couvre, mais en tout cas le concept urbanistique et architectural des centrales est étudié, en tout cas des centrales solaires de Mazen. C'est vraiment des études spécifiques pour justement être harmonisé, que ce soit harmonieux avec l'environnement naturel. Laquelle ? Quel est le grand ? Ah, pardon. Quel est le grand obstacle qui nous empêche d'être des consommateurs dans le Maroc ? Pas compris. Je pense que le plus grand obstacle, ou en tout cas la plus grande difficulté, c'est ce cadre législatif. On a parlé de la 1309 qui permet, d'abord la loi sur l'autoproduction, qui permet à un même industriel de produire et d'autoconsommer. La prise de conscience est évoquée, donc non, pour moi, je pense, ces deux volets-là qui permettraient d'abaisser ces obstacles-là. Alors l'ONE a un rôle très important. On me demande quel sera le rôle de l'ONE si on fait du 100% renouvelable. L'ONE est d'abord en charge aussi du réseau de distribution, exactement. On a parlé du réseau qui devrait arriver jusqu'à Dakhla. C'est également l'ONE qui en est en charge. Et de manière générale, encore une fois, on parlait de smart grid, etc. Tout ce qui est dispatching d'électricité, c'est l'ONE qui s'occupe justement. Donc il y a toute une stratégie d'exploitation des centrales. Donc on ne produit pas à n'importe quelle heure, on produit en fonction de la demande. On vend à des tarifs qui sont différents en fonction de l'heure à laquelle est injecté l'électron dans le réseau. Donc l'ONE reste quand même l'utility dans le sens premier du terme. Alors, ce n'est pas parce que le réseau n'arrive pas jusqu'à Dakhla qu'il n'y a pas d'électricité à Dakhla, voire au-delà. Donc, il y a des microgrids, il y a encore beaucoup de générateurs diesel. Mais le programme d'électrification rurale a vraiment permis d'accéder à ces zones enclavées et donc d'arriver à 99,5% d'électrification au Maroc. Est-ce que la loi Layoun, donc question débutée, pas commencée, je ne sais pas, loi 1309 est-elle mise en action ? Il y a à ma connaissance on est presque de l'ordre de 600 MW dans l'éolien qui a été mis en place dans le privé. Dans l'éolien, dans le solaire, c'est quelque chose qui est encore à mettre en œuvre. La dépendance du Maroc en termes d'énergie. Alors là, il faudrait que je revienne à mes slides parce que je crois que j'avais noté en termes d'importation la facture d'électricité. Alors, je ne l'ai pas forcément en pourcentage, mais déjà en 2014, on est à peu près 85 milliards de dirhams sur la facture d'électricité en termes d'importation. Sur le marché d'électricité, là j'ai un 14% de l'offre électrique en 2016 qui a été importée. Si ça répond directement à votre question. Est-ce que le citoyen
Alors là, on rentre dans les politiques publiques, on rentre de manière générale dans l'idéologie. Oui, le Marocain mérite d'avoir un prix du kilowattheure le moins cher, gratuit, donc en fonction justement on va dire des contreparties qui vont justement porter ce coût si le citoyen ne le porte pas. Mais il y a encore une fois dans des partenariats publics-privés, voilà, il y a encore une fois une contribution de chaque. Dans le système, dans le programme d'électrification rurale, il y a eu un effort les communes ont fortement contribué au financement de ce programme. Un effort a été également demandé aux abonnés. Il y a eu énormément de problèmes de recouvrement. Donc il faut justement que le montage soit assez équilibré. Oui, le Marocain le mérite d'avoir ce coût de kilowattheure le moins cher, mais justement il faut que derrière la contrepartie ou en tout cas la garantie soit mise en place, parce qu'il faut bien que quelqu'un porte un risque de manière générale. Est-ce que Mazen a une vision de réduire l'énergie fossile dans le Maroc ? Encore une fois, les objectifs sont très clairs. Les objectifs sont plutôt d'investir dans les énergies renouvelables. De manière naturelle, peut-être que, de manière naturelle, la part du fossile va baisser. Après, est-ce que c'est notre mission ? Non. Mais en tout cas, la mission est de contribuer à plus d'énergie renouvelable. Mon cursus universitaire, alors diplômée de l'Université Paris-Dauphine et de Sciences Po Paris. J'ai travaillé dans la vente de centrales biomasse et dans du project control sur des projets miniers d'uranium. Voilà, et ça fait 5 ans que je suis chez Mazen. Alors oui, il existe des collaborations avec des entreprises qui font du froid industriel. Alors elle est très bonne cette question parce que je n'ai pas évoqué de manière générale les applications ENR. Donc effectivement, le dessalement en est une très bonne illustration. Le froid industriel en est également. Donc Alsolène est une filiale de Mazen, donc qui a été créée au Maroc en partenariat notamment avec le CEA, le Commissariat d'énergie atomique, et Alsan, donc leur actionnaire historique, qui font du multiterme, c'est-à-dire qu'à partir du solaire Fresnel cette fois-ci, donc on connaît le CSP Tour, le CSP parabolique, le Fresnel en est encore une autre sous-technologie, va produire donc de la chaleur, de l'électricité, du froid et du dessalement de manière générale. La politique de la transition énergétique au Maroc, j'ai simplement évoqué la transition énergétique avec ses objectifs d'efficacité énergétique, de capacité installée renouvelable, ou encore des protocoles de Kyoto ou de Paris, pardon, les accords de Paris, mais je préfère laisser la question à plus tard, parce que dans l'après-midi, vous avez une session dédiée sur le développement durable, donc ce sera l'occasion peut-être de parler de la transition énergétique au Maroc. Émissions de CO2 équivalent à 1 kWh. No idea. Il faut savoir aussi, non, je ne sais pas, mais à quoi non plus. Donc bon, à chercher, vous nous direz si vous trouvez la réponse. Alors, les standards respectés pour attirer les investissements internationaux. Il y en a une liste, il y en a beaucoup. Ça peut aussi être d'abord des standards techniques. Donc, il faut que dans un business plan d'une centrale, comme on va dire, bon, la comparaison est très simpliste, mais on vend une certaine quantité d'électricité à un certain prix, on vend un yaourt à une certaine quantité et à un certain prix. Donc on a des revenus et derrière on a un certain nombre un cadre qui va permettre d'attirer ces investisseurs. Il faut que ce qu'on appelle l'output de la centrale, donc vraiment l'électricité, tout à l'heure on parlait des rendements, etc. Donc c'est justement respecter d'abord tous ces standards techniques pour avoir le meilleur rendement et donc un productible kilowattheure qui soit le plus élevé, le plus intéressant. Donc pour attirer ces investisseurs, il faut effectivement qu'ils disposent d'un certain nombre de garanties. Donc j'ai expliqué tout à l'heure la convention dont dispose Mazen avec l'État ou encore avec l'ONE. Il faut rapporter les garanties. Il faut justement pouvoir que ces garanties elles sont liquides. Je rentre vraiment dans le détail financier, mais il y a tout un package qu'on appelle le security package qui permet à des investisseurs d'apporter leur argent. On va leur apporter des lignes de crédit, on va ouvrir donc justement ce qu'on appelle des bonds, donc des contreparties qui sont soit liquides, soit pas liquides. Je ne veux pas vraiment rentrer dans le détail, mais
Pour attirer des investisseurs, il faut que le climat d'affaires soit important, mais également le volet technique est également primordial. Des procédures pour automatiser 100% les centrales de production. On n'a pas très bien compris la question, mais automatiser les centrales de production à 100%. Bon, j'ose espérer qu'on aura encore du boulot dans les années à venir et que l'humain répondra quand même à cela. Est-ce que Mazen... Pardon ? Oui. Donc voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Pendant la phase d'exploitation, il y a toujours moins de... Enfin, on est dans l'ordre d'une centaine d'employés présents. 0,5 kg de CO2 par kilowattheure. Oui, électrique. Est-ce que Mazen prend en charge le commissioning des centrales ? Oui. Alors la phase de construction, bien sûr, ne s'arrête pas à la construction. Donc dans le schéma IPP, je n'ai pas forcément présenté les différentes strates, mais on a Mazen qui lance l'appel d'offres, il y a un développeur qui répond. Donc Mazen est en relation directe avec le développeur. Le développeur, lui, est en charge de la construction et de l'opération de la centrale. Lui-même va sous-traiter ce qu'on appelle un EP6, donc Engineering, Procurement and Commissioning. Et cet EP6, donc, qui construit la centrale, a en moyenne 2 à 3 ans d'années de garantie de la centrale qu'il a construite clé en main. Bnitha, Hexwert, c'est vraiment ça. Clé en main. Il a toujours donc 2 à 3 ans d'années de garantie. Donc au-delà de la phase de construction, il y a cette phase de commissioning, donc de mise en service. Et même dans les centrales, il y a encore une fois dans la phase contractuelle, il y a ce qu'on appelle l'ICOD, l'Initial Commercial Operation Date, et la Final Operation Commercial Date. C'est-à-dire que au-delà, donc à la fin de la construction de sa centrale qui a duré 2 ans, allez, on va dire en moyenne, on déclare l'ICOD, mais c'est pas fini. Pour avoir justement une assurance que la centrale elle tourne, etc., on déclare cette Final Operation Date. Selon les contrats PPA, on peut dire il faut que la centrale elle tourne pendant X temps, X jours à telle performance. Donc c'est important également de savoir que le constructeur reste engagé bien au-delà de la fin de la construction de la centrale. Donc Mazen, justement, tout à l'heure j'ai cité la chaîne, en bottom-up, forcément, encore une fois, le contrôle se fait au niveau du développeur, et donc au-delà au niveau de Mazen. Mazen, n'oubliez pas également actionnaire des sociétés de projet. Donc qui dit actionnaire, c'est également une fois la vente d'électricité commence, donc une certaine remontée des flux de trésorerie qui sont générés par la vente d'électricité, s'il y en a. La purification d'eau en se basant sur les ENR, oui, c'est tout à fait possible. Alors encore une fois, je suis pas technicienne, mais dans le même sens que le dessalement, où on va justement extraire et purifier, ou en tout cas changer la composition de l'eau salée. Après, je peux poser la question également à Hichem si tu veux répondre, mais à mon sens, même de l'eau polluée peut être également traitée par des applications renouvelables. L'accord de Paris, je laisserai tout à l'heure ma collègue répondre. Est-ce que Mazen se charge de la vente d'électricité ? Oui. Donc on a parlé des contrats PPA, le Power Purchase Agreement, et avec le fameux rôle de Mazen aussi d'off-taker. Donc Mazen est en charge de vendre l'électricité à l'ONE et de l'acheter de la société de projet. Si vous le dites. Voilà, c'est une moyenne. Je répète ce que dit Hichem, en fonction de la technologie effectivement qui est utilisée. Bien. Ah, s'il y en a une dernière. On mange bientôt, j'espère. Merci de votre attention.